m'autorise d'avoir organisé ce webinaire. Désolée pour le problème technique. Donc moi aujourd'hui, je vais aborder l'atteinte respiratoire de la Covid-19. Et il n'y a pas eu de présentation, mais normalement les sessions suivantes, il y aura d'autres thématiques abordées. Donc mes conflits d'intérêts. Donc pour rappeler, donc en première diapositive, le fameux SARS-CoV-2, et donc rappeler qu'il a été initialement décrit en Chine avec un point de départ dans des marchés d'animaux sauvages, et comme hôte retenu le pangolin. Les premiers cas décrits, c'était décembre 2019, et nous, on a vu nos premiers cas en France, on dira à partir de janvier, avec un fort point un foyer de contamination fort à partir du 17 février. Donc sur cette revue. Bouchra, on ne voit pas tes diapos là. Tu ne fais pas défiler tes diapos. Ah si, moi ah bah si, moi je les vois défiler. Là, je suis là, vous les voyez? Là, tu es sur la une. Non, moi ça avance pour moi, mes diapos, hein. Ça veut dire qu'on n'est pas dans le share screen. Il y a toujours la une pour vous? Oui, sur la une. Mais mets-toi en diaporama. Voilà, là, c'est bon. Là, tu passes en deux. Là, ça passe. Là. Ah d'accord, c'est parce qu'il ne fallait pas se mettre en diaporama. Donc, j'en étais aussi. Mais tu n'es pas en plein écran, là. Oui, mais sinon, tu ne vois pas mes diapos quand je me mettais en diaporama. C'est pas grave. Et là, vous voyez la diapo? Là, on voit. Hein. Ça passe. Et là, ça passe? Oui, je vais zoomer sur mon browser. Je vais zoomer pour augmenter la taille de la diapo. C'est pas grave. Vas-y, avance. C'est bon. Et là, je suis sur les signes cliniques. Donc, les signes cliniques qui ont été décrits. Donc, il y a des symptômes respiratoires avec des signes de rhinite, de sinusite, des pneumopathies. Au niveau scanographique, je vais en parler après, un aspect en verre dépoli. Et aussi des tableaux de syndrome de détresse respiratoire aiguë. Il y a aussi des signes cliniques systémiques avec de la fièvre, de la toux, de la fatigue. Je vous en montrerai après les proportions rapportées. Il y a aussi des atteintes cardiaques qui ont été décrites et qui seront abordées la semaine prochaine plus en détail, de la dyspnée et des signes digestifs à type de diarrhée. Sur ce diagramme, vous voyez la proportion entre les cas rapportés d'infection par SARS-CoV-2 et les décès. Donc, c'était les premiers initialement en Chine. Et par exemple, au 16 février 2020, il y avait plus de 51 000 cas de personnes infectées et 1666 cas rapportés. Donc en France, on rappelle qu'il y a eu près de 30 000 il y a eu 30 000 décès avec une mortalité aux alentours de 4%, et dans les services de réanimation, une mortalité qui est proche de 50%. Autre information importante, donc ça c'est un travail qui a été initialement publié, enfin non pas initialement, assez récemment, au mois de mai 2020. C'est pour faire le point sur la particularité de la réplication virale et de sa localisation. Donc ici c'est un travail qui a été publié dans Nature chez 9 patients seulement, avec comme première information une forte réplication virale dans les voies aériennes hautes, avec dans cette proportion de patients, mais qui avaient eu plusieurs prélèvements, je vous en reparlerai, un taux de réplication jusqu'à 7 10 puissance 8 réplication virale dans les voies aériennes hautes, d'où le fort taux de contamination, et aussi une conversion sérologique qui a été décrite à partir du 4e jour chez la moitié des patients. Donc là, il n'y avait que 9 patients, mais donc c'était chez 4 d'entre eux, et une conversion sérologique était obtenue chez tous les patients au 14e jour, mais au moment de la conversion sérologique, il n'y a pas nécessairement de disparition virale dans les voies aériennes.
C'est bon pour tout le monde, vous m'entendez? On entend très bien. Par contre, moi, j'ai des problèmes avec les diapos. Hein. Eh ben, attendez, Non, tes diapos comme passent ça. pas. Là, je pense que vous voyez bien, non? Mais c'est pas grave. Passe les diapos comme tu veux, mais là, tu viens de changer de diapo. Là, tu es sur une diapo qui s'appelle Virologic Assessment of Oui, mais non, Hospitalized Patients with c'était celle que je COVID-19. décrivais déjà, en fait. C'était celle que je décrivais déjà, mais donc je vais vous donc c'est celle où on parle de. D'accord. C'était l'autre message que je voulais faire passer. C'était donc il y En avait avance. une réplication virale forte dans les voies. Réplication forte dans les voies aériennes hautes, c'est-à-dire nasopharyngées, d'où c'est pour ça qu'il y a un fort pouvoir de contamination, et aussi l'intérêt du port du masque qui n'était pas nécessairement connu au début. Mais en fait, la raison, c'est que la réplication virale, elle est assez importante et qu'après, donc il y a une dissémination dans les voies, dans les voies respiratoires basses. Je vais la reprendre en. Donc, autre information concernant la présence du virus. Donc ici, les auteurs ont fait plusieurs prélèvements. Dans le diagramme en haut à gauche, vous avez en abscisse les jours après le maximum des symptômes, donc jusqu'à 26 jours, et le nombre de patients qui avaient eu des prélèvements. Et dans les prélèvements réalisés, il y avait eu des prélèvements nasopharyngés, des prélèvements respiratoires plus profonds, ça peut être des crachats ou même un lavage broncho-alvéolaire. Il y a eu des prélèvements sérologiques, des prélèvements dans les urines et aussi des prélèvements rectaux. Ce qui est observé, c'est que le virus est présent pendant longtemps et en quantité importante dans les voies nasopharyngées et qu'il est aussi présent dans les expectorations, avec une présence au niveau des voies aériennes basses plus importante. Et, et dans très peu de cas, on a observé des septicémies. Alors maintenant, on va s'intéresser aux éléments radiologiques. Là, c'est un travail qui avait été publié en premier par les équipes chinoises qui a rapporté les données scanographiques de 81 patients en faisant la différence entre le début des signes cliniques et le niveau de gravité des images radiologiques, avec comme message important, c'est que avant le maximum des signes cliniques, on peut déjà observer des anomalies scanographiques qui sont, elles sont pas spécifiques, mais dans cette pathologie, elles sont assez typiques et en pratique, je vous remontrerai un cas clinique, elles nous ont aidé à réorienter des diagnostics. Donc 81 patients ici pris en charge dans des hôpitaux chinois entre le 20 décembre 2019 et le 23 janvier 2020. Il s'agissait d'une étude rétrospective avec 81 patients répartis dans 4 groupes. Le groupe 1, c'était des patients qui étaient paucisymptomatiques et un scanner qui était réalisé avant le maximum des signes cliniques. Dans le groupe 2 de la description scanographique des signes cliniques qui évoluaient depuis moins d'une semaine. Dans le groupe 3, une symptomatologie qui évoluait depuis 2 semaines. Et dans le groupe 4, depuis 3 semaines. Donc, en fait, pour retenir les groupes, 1, 2, 3 semaines après les symptômes. Et le groupe 1, peu de symptômes. Concernant, chez ces patients, les signes cliniques, je vous ai présenté dans la première diapositive les signes cliniques qu'on pouvait observer au cours de cette infection, avec comme message en pratique, c'est qu'il y a des signes cliniques qui sont très variés avec une atteinte des différents organes. Il n'y a pas que des signes, il peut y avoir le syndrome arthromyalgique, la fièvre, respiratoire, mais pas que. Il y a aussi des signes digestifs. On a vu arriver plein de patients avec une symptomatologie digestive, mais ceux qu'on observe qui peuvent faire la différence au cours de l'évolution. Donc, il y a la fièvre, il y a la dyspnée et il y a la toux, avec un pourcentage de patients qui ont fièvre, dyspnée et toux plus important au cours de l'évolution des symptômes. Et vous voyez, dans les patients paucisymptomatiques, qu'est-ce qu'on avait? On avait surtout un petit peu de fièvre, mais c'était pas vraiment. En fait, ils étaient on a su après qu'ils étaient infectés par SARS-CoV-2, mais au début, ils avaient très peu de signes cliniques et à peine de la fièvre.
Donc, pour ces mêmes patients, si on regarde, donc pour ces mêmes patients, donc voilà, c'était le résumé. Donc, c'est fièvre, toux et dyspnée, les signes cliniques les plus fréquents. Mais on n'a pas que ça. Si on regarde la biologie de ces patients, donc comme ils se présentent comme un tableau respiratoire infectieux initialement, on a en effet plus la maladie avance et un syndrome inflammatoire biologique avec une CRP qui va être augmentée. Et vous voyez 3 signes, par exemple, 3 semaines après l'évolution des symptômes, une CRP qui est à son maximum à 71 mg par litre. Et puis, il y avait aussi une anomalie des transaminases. Les comorbidités, il y avait des comorbidités qui étaient présentes dans tous les groupes et comme on l'a souvent entendu, c'est nos comorbidités habituelles avec diabète, hypertension, pathologie respiratoire chronique et pathologie cardio-circulatoire. Ce qu'on peut dire, c'est que donc nous, on a effectivement vu arriver des patients avec des comorbidités, mais tous nos patients qui avaient des pathologies respiratoires chroniques ont été assez préservés. Je pense que comme on les suit d'habitude et qui sont assez bien éduqués concernant le risque viral, peut-être aussi le risque par rapport à la grippe, ces patients qu'on fait très attention et nous, dans notre pratique et dans notre recrutement, on n'a pas vu revenir beaucoup de patients insuffisants respiratoires. Et donc, moi, je fais aussi, on est aussi centre de compétences hypertension pulmonaire et on n'a pas vu arriver beaucoup de ces patients. C'est uniquement parce qu'ils avaient très bien respecté le confinement, je pense. Au cours de l'évolution de la maladie, plus il y a une évolution des symptômes, d'accord? Donc le groupe 4, on était à 3 mois depuis le début des symptômes. Et sur ce diagramme, on a évolution des symptômes et nombre de lobes, de segments pulmonaires atteints. Et ici, donc plus ils étaient symptomatiques, et plus il y avait une atteinte parenchymateuse pulmonaire. Et sur cette diapositive, donc je rappelle aux non-pneumologues la segmentation pulmonaire. Donc il y a 10 segments, donc il y a 3 lobes à droite et 2 à gauche. Et par contre, il y a 10 segments dans l'un et l'autre des lobes. Et donc il y avait au moins 5 segments pulmonaires d'affectés. À partir, par exemple, de la 3e semaine du début des symptômes. Alors, quels éléments scanographiques on pouvait observer? Donc ça nous a donc ces données d'imagerie nous ont beaucoup aidés. Dans ce travail décrit en premier dans la série chinoise, et c'est ce qu'on a observé nous aussi dans les patients qu'on a pris en charge, à un stade plutôt précoce par rapport au début des symptômes. Est-ce que vous voyez tous mes diapositives? Ismaël, il est en train de jouer avec son téléphone, ça je l'ai vu. On voit très bien. D'accord. Ce qu'on observe au début de la prise en charge, c'est ce qu'on appelle le verre dépoli. Donc ici, vous avez une coupe scanographique. Donc le poumon droit, le poumon gauche. Donc ici, on voit le myocarde. Et ici, on est à peu près au milieu du thorax. Et vous voyez ici un aspect de flou, donc on va appeler du verre dépoli. Et donc le verre dépoli, c'est une atteinte interstitielle du poumon qui est déjà bien connue des pneumologues et aussi des cardiologues, parce que dans les surcharges vasculaires, il y a du verre dépoli. La différence ici, c'est la localisation. Effectivement, de toute façon, on était en phase épidémiologique. En plus, il y avait une présentation clinique. Mais ce qu'on observait aussi, c'était des zones localisées de verre dépoli, comme dans cet exemple. Et ce verre dépoli localisé était surtout présent chez des patients qui présentaient des symptômes depuis peu de temps, mais aussi des patients paucisymptomatiques, par exemple, qui avaient à peine de la fièvre. Ici, c'était une donnée rétrospective, mais dans la réalité, dans la pratique, c'est effectivement ce qu'on a observé. Et par exemple, dans la surcharge vasculaire, quand on a du verre dépoli, il est diffus et il est aussi bien localisé près des vaisseaux. Oui, alors qu'ici, on a en plein milieu du parenchyme cet aspect de flou. Plus on évolue dans la maladie et plus le patient est symptomatique, on va observer encore une extension
de ces images en vert dépoli. Et là, on dit qu'elles sont sous-pleurales, hein, juste derrière les côtes et juste sous la plèvre. Donc ça, c'était une deuxième aussi caractéristique scanographique pour des patients qu'on a pris en charge qui avaient une clinique très évocatrice et chez qui la PCR écouvillon nasal était négative. Ça existe, je vous remontrerai un exemple. Eh bien, ce type de scanner nous a poussé à poursuivre les investigations et à faire des prélèvements plus profonds. Et donc ici, on a du vert dépoli, un aspect de flou, mais je dirais assez léger là, pour les moins habitués à la lecture du scanner. Et ici, vous avez des zones plus condensées, mais qui ne sont pas c'est pas de la consolidation, c'est pas de la consolidation, mais c'est ce qu'on appelle du crazy paving. Et là, on arrive à voir un aspect un peu plus granité qui correspond à l'épaississement des septa interlobulaires. Et donc, l'association des deux, c'est ça qu'on appelle le crazy paving. Un stade encore plus évolué, c'est là qu'on a la condensation. Cette fois-ci, c'est des vraies zones de poumons qui sont tassées. Et au sein de cette consolidation, vous pouvez avoir ici une image kystique. Vous voyez ici, donc ici, il y a une image aérique avec ici de la condensation. Et cette fois-ci, là, on est à l'apex du cœur, à l'apex du poumon. Donc ici, on est à l'apex du poumon. Là, on voit ici la crosse de l'aorte et vous voyez que très haut, même dans le poumon, on peut avoir les consolidations. Donc là, c'est un patient encore plus symptomatique. Et là, à 17 jours d'évolution, c'est encore des consolidations, un peu moins de verre dépoli, mais si on regarde, il y en a encore ici. Donc, si on voulait résumer cette diapositive, il y a des anomalies scanographiques qui sont précoces. D'abord, de type verre dépoli. Ensuite, une extension sous-pleurale du verre dépoli et encore une extension de type consolidation. Et quand on a des consolidations ici, comme l'image à gauche, le patient peut être hypoxique, mais on était aussi étonné de voir des patients qui avaient une atteinte parenchymateuse assez confortable, je dirais, mais qui n'étaient pas hypoxiques. Et je pense que ça aussi, c'était une caractéristique de pneumopathie infectieuse de SARS-CoV-2 qu'on avait moins vu avant. Alors la répartition, donc l'ensemble de ces, donc ça c'est la répartition, c'est la en diagramme, pictogramme de ce que je vous ai dit avant. Ici on reprend, vous avez en abscisse les groupes, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 c'était par rapport au début des symptômes. Le groupe 1 c'était depuis quelques jours, 1 semaine, 2 semaines et 3 semaines. Et en gris, ici, vous avez l'aspect en vert dépoli. Et puis, en orange, les consolidations. Donc, le patient polysymptomatique plutôt du vert dépoli. Et plus il avance dans les symptômes, et plus il a des atteintes parenchymateuses, moins de vert dépoli, encore plus de consolidation et des lésions mixtes. Et c'est à ce stade-là aussi, puisqu'on sait maintenant qu'il y a une première phase importante de réplication virale dans les voies aériennes hautes, où le sujet est très contaminant, comme on l'a dit, avec dans la série de Nature jusqu'à 7 10 puissance 8 ARN, et qu'après, il y a une seconde phase où après, ça ne veut pas toujours dire que le virus il est descendu forcément dans les voie aérienne profonde, mais en tout cas, là, il y a une inflammation importante qui va entraîner ces lésions, et pas que de l'inflammation, comme dirait Ismaël, mais aussi de la thrombose. Et ça, il en reparlera au séminaire numéro 3. Autre exemple d'évolution, donc là, à gauche, alors ces patients, est-ce qu'ils évoluent? Effectivement, ils peuvent bien évoluer. Donc, comme on le sait tous maintenant, on n'a pas forcément mis de traitement spécifique. On les a oxygénés, on a fait ce qu'on savait faire en traitement de pneumopathie, de gestion de l'hypoxémie. Et par exemple, pour ceux qui sont allés en réa, et nous, dans notre expérience, il y a eu 50% de décès et 50% de survivants. Là, c'est l'exemple d'un patient qui avait une prédominance de vert dépoli. Vous voyez, c'est un aspect de flou diffus. Déjà, ici, vous voyez, là, c'est la carène, donc on est au bout de la trachée. On est déjà assez haut dans le thorax. Il y a déjà du vert dépoli diffus. Et là, un peu plus au milieu, on est à peu près au milieu des poumons.
Mais ça, c'est un exemple d'un patient qui a quand même survécu. Et là aussi, un homme de 77 ans qui a survécu et qui en fait, après, a eu une amélioration. Ce qu'on ne sait pas encore, et nous, on est en train de colliger nos dossiers, on ne sait pas la proportion de patients qui vont complètement normaliser ces anomalies parenchymateuses et ceux qui vont avoir aucune séquelle fonctionnelle respiratoire, c'est-à-dire une EFR normale au cours du suivi. Il y a des patients qui, il y a d'autres. Ça, c'est aussi l'exemple d'un patient qui a survécu. Et il y en a. Vous voyez ici avec, par contre, dès le 3e jour, je vous ai montré la présentation plutôt la plus rapportée. Donc, c'est initialement du verre dépoli, mais parfois on observe quand même des patients qui présentent d'emblée un aspect de consolidation pulmonaire. Dans notre expérience, donc c'est pour rediscuter aussi le problème de la présentation clinique des prélèvements et du scanner, donc et aussi des comorbidités. Donc nous, au début de l'épidémie, donc nous les premiers cas, on les a vus arriver aux alentours du 20 mars. Et là, c'est l'histoire d'une patiente jeune, née en 73, qui avait absolument aucun antécédent qui n'était pas tabagique, pas de traitement de fond en dehors d'une contraception orale, et qui s'est présentée d'abord aux urgences puis dans le service pour une fièvre à 39, une anorexie et une dyspnée une asthénie importante qui évoluait depuis 4 jours. Elle avait eu une PCR par prélèvement nasopharyngé qui était négative, mais elle justifiait quand même l'hospitalisation parce qu'elle était dyspnéique et très asthénique, même si elle n'avait pas d'hypoxie profonde justifiant une oxygénothérapie. En air ambiant, elle saturait donc à 96%. Elle avait un syndrome inflammatoire biologique modéré avec une CRP à 66. Et puis, donc elle était quand même fébrile. On avait fait tous les prélèvements comme on fait d'habitude dans le cadre. Donc sur la radio de thorax, il y avait un aspect de pneumopathie avec des condensations des bases. Donc nous, on avait eu la notion que la PCR nasopharyngée était négative. Et donc, on a fait comme d'habitude les prélèvements biologiques. On fait les antigénuries des germes communautaires, donc le pneumocoque, l'antigénurie légionnelle. On ne fait pas forcément les sérologies. Elle a eu sa petite émoque parce qu'elle était fébrile, le CBU. Et puis, on a mis une antibiothérapie probabiliste des infections communautaires. Mais donc, on avait plutôt fait sévère parce qu'elle avait des images bilatérales. Donc, on a mis une céphalosporine de 3e génération et des macrolides, et la CRP descendait doucement. Sauf que cliniquement, donc il y a 2 choses qui nous avaient interpellés, c'est que premièrement, c'est vrai que dans les pneumopathies communautaires, ça existe même quand il y a peu de comorbidité, mais en réalité, même dans les recommandations, il y a ceux qu'on hospitalise, c'est très codifié. À un moment, on se retrouve à hospitaliser des patients qui étaient en échec d'antibiothérapie en externe, ou alors souvent ceux qu'on hospitalise, c'est parce qu'ils ont des comorbidités, par exemple immunodépression, isolement social. Elle avait rien de tout ça, et surtout sa plainte fonctionnelle la plus importante, c'était pas syndrome arthromyalgique, mais c'était l'asthénie majeure chez une patiente qui par ailleurs était en très bon état général. Et donc, on a fait le scanner. On s'est dit, quand même, on va faire un scanner. Là, c'était les tout débuts de prise en charge. Et au scanner, vous voyez, donc là, on est au 4e jour d'hospitalisation. Elle était en secteur traditionnel, non Covid. Mais 7 jours après le début des symptômes. Et là, si on regarde, ici, c'est l'APEX. C'est donc l'APEX. Là, on voit la trachée. Vous voyez, ici, on a en sous-pleural postérieur droit un petit aspect ici en verre dépoli. Pareil en sous-pleural à gauche. Ici, on est à hauteur de la carène. Lobe, ça c'est le lobe supérieur. Vous voyez ici encore en sous-pleural, on voit ici du verre dépoli. Il y a un début de réticulation, là, comme le crazy paving que je vous ai montré dans les publications chinoises, et encore du verre dépoli en sous-pleural gauche et au niveau scissural. Et voilà, si je descends encore dans le parenchyme, il y a encore des lésions qui correspondaient bien
aux descriptions Covid. Et donc, on s'est dit, ah ben, on va lui faire un autre prélèvement, donc des prélèvements respiratoires un peu plus profonds. Et donc, on a fait une bronchoscopie avec un lavage broncho-alvéolaire qui, en effet, a retrouvé le SARS-CoV-2. Et donc, c'était bien une pneumopathie ou une pneumopathie, on va dire, virale à SARS-CoV-2. Alors, pourquoi est-ce que initialement son prélèvement était négatif? Donc, on sait que, en tout cas, au moment où nous on les a pris en charge, on savait qu'à peu près on avait 20% de faux négatifs. Alors, il y a plusieurs. La raison la plus probable là, maintenant, avec le recul qu'on a, c'est que quand on fait le prélèvement nasopharyngé avec la recherche de l'ARN viral, il faut que l'écouvillonnage il soit vraiment profond. Là, faut mettre bien la tête en arrière. Normalement, ça doit être même douloureux pour le patient. Et oui, dans cet exemple après qu'on a rediffusé, il fallait bien que le prélèvement soit très postérieur. Et après, est-ce que c'était un stade où le patient n'était plus, je dirais, virologique, mais c'est quand même peu probable puisqu'on a vu qu'initialement, il y a une réplication virale qui est très forte et qui va persister pendant plusieurs jours et au moins 7 jours. Donc voilà, ça c'était un autre message, c'est que quand on est en phase épidémique avec un tableau typique et un patient qui n'a pas beaucoup de raisons de faire une pneumopathie infectieuse communautaire autre que SARS-CoV-2 y penser. Et autre commentaire, c'est que normalement, c'est vrai que ces images-là, ça correspond pour une patiente qui n'avait pas de comorbidité, ça correspond ni à la pneumopathie à pneumocoque. Ça correspond ni à la pneumopathie à pneumocoque, on voit un syndrome alvéolaire typique, et ça ne correspond pas non plus à une pneumopathie atypique avec un syndrome interstitiel diffus qui aurait pu être discrètement nodulaire. Donc j'en reviens, ça c'est la publication que je vous ai déjà montrée, donc pour avoir plus de détails, elle est publiée dans Nature en mai 2020, donc récemment. Donc les informations, c'est qu'il y a une réplication virale qui est très importante, que dans les prélèvements, le prélèvement nasal, il est très fréquemment et pendant longtemps positif, au moins jusqu'au 14e jour. Là, il n'y avait que 9 patients, mais c'est les 9 patients à qui ils avaient pu faire des prélèvements détaillés dans les voies aériennes, dans le sputum. Donc, ça peut être ou un ECBC ou un lavage broncho-alvéolaire. Ça reste aussi positif. Les malades, ils sont peu septicémiques et ils ont il n'y avait pas d'atteinte urinaire. Ils n'ont pas retrouvé le virus au niveau rectal. Et il y a aussi un polymorphisme, ça à relire aussi en détail. Donc ça, c'est en journée par rapport au début des symptômes. C'est que il y a un polymorphisme, par exemple. Là, c'est pour un même patient, il peut y avoir une modification de l'ARN, mais ce n'est pas une mutation. Voilà. Et autre information aussi, c'est que quand je vous ai parlé du prélèvement profond, c'est vrai que sur la diapo de ma patiente, on avait prévu de faire un lavage, mais en réalité, pour la patiente en question, on n'a pas eu besoin d'aller jusqu'au lavage parce qu'à la prise en charge initiale, on avait forcé les crachats, elle crachait un petit peu et donc on avait eu un ECBC. Donc si vous faites un ECBC simple et que vous demandez sur cette ECBC ce qu'on appelle une PCR multiplex, qui maintenant se fait facilement. Donc dans la PCR multiplex, en tout cas nous au labo, mais je pense que maintenant c'est assez diffusé, c'est qu'il y a la recherche de plusieurs virus. Donc il y a le virus de la grippe, il y a les 4 types de coronavirus qui sont déjà connus. Et dedans, vous pouvez aussi faire la recherche de l'ARN SARS-CoV-2. Des informations concernant, donc maintenant dans les pneumopathies, et vous voyez la patiente que je vous ai montrée avant, elle avait une atteinte parenchymateuse qui était quand même pas négligeable, mais elle n'était pas hypoxique, on n'a jamais eu besoin de lui mettre d'oxygène. Ça, c'était une autre aussi différence par rapport aux pneumopathies infectieuses qu'on voyait d'habitude.
Pour les pneumopathies pour les atteintes respiratoires, détresse respiratoire conduisant en réanimation, donc en première intention, si je puis dire, on a évoqué l'ARDS, enfin le SDRA, donc le syndrome de détresse respiratoire aiguë, donc une pneumopathie infectieuse virale qui aurait donné cette détresse respiratoire avec une atteinte parenchymateuse. Le constat a été que en réanimation, il y avait une proportion non négligeable de patients qui n'évoluaient pas favorablement, qu'on réoxygénait pas malgré les procédures habituelles de ventilation. Et ça donc conduit les auteurs, ici c'est un papier de l'équipe italienne de Gattinoni publié dans Critical Care en 2020, de définir 2 types. Donc il y a des types 1 et des types 2, avec des types 1, où là dans le type 2, il y a vraiment une diminution de la compliance pulmonaire chez ces patients qui vont avoir des compliances, donc c'est la capacité à réexpandre le poumon et qui vraiment correspond à l'ARDS habituelle. Et puis, il y a d'autres types de patients très hypoxiques, avec moins ici de condensation parenchymateuse, mais qui restent hypoxiques, mais pas avec des poumons qui restent quand même compliants, suggérant d'autres mécanismes physiopathologiques et des processus thrombotiques. Mais ça, professeur El Alami vous en reparlera bien dans 15 jours, je crois. Voilà, donc de la microthrombose et des niveaux de dédimère élevés avec des phénomènes ischémiques qui sont fréquents. Nous, dans notre série de patients en réanimation, donc nous, on en a sur le centre du Havre, on y a eu à peu près 80, on a eu 4. Alors donc, on avait cumulé autre information, donc c'est qu'on avait poolé nos patients avec le centre d'Orléans pour voir un peu comment ils évoluaient en post-réa et avec une des procédures optimales de réhabilitation et de kinésithérapie per-réa et post-réa. Au total, donc on avait pris il y avait 83 patients en commun et on a investigué 20, parce qu'il y en a eu 50% de décédés à peu près. Et puis sur les 23 qu'on a pu analyser et qui avaient reçu tous des bonnes techniques de réhabilitation per-réa, on a aussi observé une proportion plus importante que d'habitude de faiblesse musculaire post-réa. Et donc ça, c'est un travail qu'on a soumis récemment. Donc, concernant l'atteinte respiratoire du SARS-CoV-2, j'essaie de vous donner des informations à la fois pratiques et, on va dire, sûres par rapport à ce qu'on avait observé à la littérature. Donc, le diagnostic clinique, place importante du scanner, plus de connaissances maintenant sur les techniques de confirmation diagnostique, notamment au niveau virologique. La sérologie, j'en ai moins parlé, mais on commence à les faire. Mais quand on l'a fait, il faut la faire à partir du 14e jour. Et qu'on peut avoir des patients qui ont la séroconversion, mais qui gardent encore une charge virale. Il y a des comorbidités qui ont été bien décrites, comme l'hypertension artérielle, l'obésité et le diabète. Merci. Oh, j'entends pas vos applaudissements, c'est dommage, je vous entends pas. Merci Bouchra pour cette excellente présentation, très claire. On a vu l'aspect pneumologique du SARS-CoV-2, Covid-19. Comme vous le savez, comme vous le savez peut-être pas, nous allons faire une série de conférences autour du Covid-19 parce que le Covid-19 est un virus qui touche pratiquement tous les organes. Il touche aussi bien le poumon, le cœur, le rein, le cerveau. Et nous allons essayer d'avancer un peu dans la connaissance de ce virus dans les prochains entretiens que nous allons organiser. Le prochain va être mené par le professeur Ismaël El Alami, à qui je donne la parole tout de suite pour qu'il dise quelques mots en avant-première. Je veux bien, si tu permets, poser quelques questions au professeur Lamia. Est-ce que
La patiente que tu nous as présentée, et qui avait quand même une asthénie très, très importante et qui, en dépit des atteintes pulmonaires, effectivement, n'était pas hypoxémique, est-ce que cette patiente a été prophylaxée de manière systématique chez vous ou pas, parce qu'elle est hospitalisée? Est-ce qu'il y a eu une thromboprophylaxie? Ah oui, on a mis en on met l'Ovenox 04. Systématiquement, d'accord. Oui, c'est vrai qu'on fait ça. Ouais, c'est bien. Et cette patiente, donc, vous avez mis un traitement antibiotique. Est-ce que ça marche, ces antibiotiques, finalement, ou pas? Oui, c'est parce que nous, au début, c'est-à-dire que nous, au début, on l'a considérée comme une pneumopathie communautaire sévère. Et en fait, elle avait déjà reçu par son médecin traitant, il me semble qu'elle avait reçu un macrolide avant. Donc, c'est vrai que nous, on a mis C3G, on a mis une C3G et un macrolide. Voilà, après, elle s'est pas aggravée, elle n'est pas allée en réanimation, elle a bien évolué, mais c'est vrai qu'à un moment donné, nous, dans les prises en charge de ces patients thérapeutiques, là, j'en ai pas parlé parce que pour l'instant, il n'y a pas de consensus, mais si on a pu mettre une antibiothérapie, mais plutôt communautaire si les patients n'avaient rien reçu, donc on a traité une infection pulmonaire comme dans les pneumopathies infectieuses communautaires initiales, s'il y avait des condensations. Après, au cas par cas, quand après il y a eu les publications, et quand même, on va le dire, il faut que je dise le mot, quand il y a eu l'hydroxychloroquine. Donc, on a, à un moment donné, on avait dit, au cas par cas, donc après décision collégiale, c'est-à-dire à l'issue d'un staff, l'hydroxychloroquine chez les patients sévères. Mais après, vu ce que les autorités de santé avaient donné comme message. Après, c'est toujours le problème, même en staff, de dire comment on peut définir un malade sévère. Et après, nous, on avait écrit une petite procédure, déjà en hospitalisation. Nous, on s'était dit, déjà, à partir de 4 litres, c'est pas. À partir de 4 litres, c'est déjà, c'est pas grave, mais c'est quand même sévère. Mais après, dans les discussions, c'était pas forcément hydroxychloroquine en première intention, donc c'est hydroxychloroquine plus Zitromax. Et il y avait aussi les antirétroviraux qu'on pouvait discuter. Et nous, au plan, voilà, on s'était dit, parce que comme après, il fallait éliminer les comorbidités cardiovasculaires, on faisait un ECG initial. Et puis après, voilà, on décidait en staff. L'autre chose, et par contre, après, comme le Zitromax aussi avait le vent en poupe, donc si jamais le patient n'avait pas reçu d'antibiotique, on pouvait volontiers aussi mettre un macrolide, puisque voilà, chez un patient sans comorbidité et qui n'a pas en première intention, on pouvait aussi mettre un macrolide. Mais ça, ce schéma-là avait été proposé par les gens de l'Est de la France et il avait eu un écho au sein de la société de gériatrie. Mais après, je ne sais pas ce que ça a donné en fait. Non, c'est 3G macrolide. Ah oui, oui, c'est vrai, parce qu'en fait, C3G macrolide, c'est déjà l'association recommandée dans les pneumopathies sévères. Donc, c'est vrai que dans les pneumopathies sévères, on se dit on va couvrir la pneumopathie communautaire et un pneumocoque résistant, donc on met une C3G, et en même temps, il faut qu'on couvre les intracellulaires, donc on met un macrolide. Donc, et donc par voie IV. Et donc, ça fait C3G, macrolide. Donc, ça, c'est une association assez habituelle et fréquente et qui est bien maîtrisée. Même chez des patients avec des comorbidités cardiaques, insuffisants respiratoires, même chez les immunodéprimés en première intention, avant d'avoir fait des prélèvements. Donc, C3G macrolide, c'est bien. Mais en même temps, pardon ? Mais en revanche, disons, sur l'évolutivité clinique de la Covid-19, il n'y a pas eu vraiment de miracle. Complètement, parce que je pense, oui, voilà, puisque maintenant avec le recul, on sait que ce n'était pas des pneumopathies bactériennes. Bien sûr. Comme ce n'était pas des pneumopathies bactériennes, et que même s'il y a d'autres études qui ont montré que le Zitromax, il pouvait avoir un effet, son effet, il avait été proposé déjà, surtout, quelque part, en préventif de l'atteinte parenchymateuse en phase virale pure,
pour stopper la réplication virale. Alors, il y avait aussi cette notion d'oxygénothérapie à outrance, qu'au début, on voulait oxygéner les malades à toute biture, puisqu'il y en a qui étaient vraiment sévèrement hypoxémiques. Et après, on s'est rendu compte que c'était paradoxal, puisque les malades s'aggravaient. Et est-ce que c'est juste ou c'est encore des fake news sur justement la nécessité d'oxygéner les malades, mais pas trop non plus, parce que sinon, on aggravait les contraintes au niveau du lit capillaire alvéolaire avec une hyperpression. C'est des patients en ventilation spontanée ou des patients intubés ventilés? Non, des patients intubés ventilés. Ah, voilà, chez des patients, voilà. Alors, normalement, effectivement, les patients intubés ventilés, donc c'était de se dire que c'était la présentation, on va dire, assez, c'est typique, pas typique, c'est la définition du SDRA. Donc, c'était des patients qui faisaient des détresses respiratoires aiguës et cliniques avec des atteintes parenchymateuses bilatérales, non d'origine cardiaque, sur la clinique, les antécédents et des données genre échocardiographique. Donc c'était là, ils avaient la définition. Donc une fois qu'ils étaient intubés, ventilés, et ben mes amis réanimateurs, et donc ils ont ventilé avec des petits volumes courants, des fréquences respiratoires qui étaient élevées plus que la physiologie. Et puis avec une PEP, une pression expiratoire positive, qui pouvait caler, pour réouvrir justement les alvéoles et augmenter la FiO2. Et là, il s'apercevait que en fait, ça n'améliorait pas les patients et que dans ces cas-là, alors surtout, c'est le fait qu'en se disant ah ben c'est un SDRA, je vais continuer à les ventiler comme un SDRA, je vais augmenter les pressions expiratoires positives et de monter trop cette pression expiratoire positive, ça avait plutôt un effet délétère hémodynamique, comme on peut s'y attendre dans toute pathologie, sans améliorer la PO2. Mais c'est que probablement il y avait un autre mécanisme et peut-être que la thrombose, c'est ça qu'on a dit. Et ça, c'est ça qu'on dit les poumons non compliants. C'est-à-dire que normalement, le poumon, il est collabé, il est complètement refermé. Et si j'applique une PEP, je dois pouvoir le réouvrir. Et donc, c'est là qu'on dit on peut le recruter, c'est-à-dire qu'on peut le réouvrir. Donc, c'est-à-dire qu'il va vraiment augmenter, c'est la variation de volume par rapport à la variation de pression. Donc, j'augmente la pression expiratoire positive. Je dois améliorer le volume alvéolaire pour améliorer la ventilation. Or là, ça ne se passait pas comme ça. Et c'est ça qui a fait tilt d'abord aux réanimateurs déjà européens qui ont commencé à les prendre en charge. Et ça ne voulait pas dire qu'ils les ventilaient mal dans cette pathologie. C'est que dans cette pathologie, il n'y a pas que de l'altération de la paroi alvéolo-capillaire due à l'inflammation d'origine infectieuse, mais qu'il y a aussi une atteinte vasculaire type, comme dans que tu connais très bien, n'est-ce pas, et que c'était finalement plus des processus de thrombose, de microthrombose, et que peut-être qu'il fallait plus optimiser l'anticoagulation plutôt que d'essayer d'essayer de mieux les ventiler en augmentant la PEP. Et là, on n'améliorait pas l'oxygénation, mais en fait, on aggravait l'hémodynamique. Absolument. Qui elle-même pouvait déjà être aggravée à cause de la thrombose, d'ailleurs. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, c'est bonnet blanc et blanc bonnet. C'est-à-dire qu'en gros, c'est que tu avais l'hyperviscosité du fait de l'inflammation très importante, tu avais les atteintes pariétales avec un stress oxydatif de folie. Et puis en même temps, quand tu déplissais l'alvéole, tu avais une compression avec une réduction du diamètre vasculaire. Et donc, tu as aggravé le conflit, en fait, et tu crées une ischémie. Et puis, tout devenait collant, en fait. Tout devenait collant. Ah oui, oui. Et ça, c'est la réponse inflammatoire massive, en fait. C'est-à-dire que si on voulait résumer, mais c'est ce qui se dit schématiquement, mais qui est vrai, c'est qu'il y a une première phase de réplication virale massive qui se fait plus au niveau des voies aériennes hautes. Et donc, ça, c'est la phase où on est très contaminant.
Et c'est l'importance aussi de porter le masque. C'est pour ça qu'au début, après on peut dire on a mal communiqué sur le masque, mais c'est pas ça. C'était simplement une maladie nouvelle. Hein, et comme on dit, le chemin se fait en marchant, n'est-ce pas? Et que donc on savait, et comme on le savait pas encore par rapport à ce qui est connu déjà des autres virus, eh ben on avait un peu peut-être sous-estimé l'intérêt du masque. Mais en fait, c'est hyper important à cause de cette phase de réplication. Puis après, il y a la seconde phase où peut-être où il y a une seconde phase d'inflammation massive, là, où on dit là d'emballement cytokinique, et qui va l'orage, voilà, cytokinique, et qui va du coup donner plus d'inflammation respiratoire, d'altération de la membrane alvéolo-capillaire, du SDRA, mais pas que. C'est tellement important que ça fait aussi une atteinte vasculaire et finalement de la thrombose. Effectivement, comme a dit Reda, donc la prochaine fois, on envisagera ce tropisme vasculaire très particulier donc du SARS-CoV-2, parce que encore une fois, il y a une dualité et une parenté à la fois donc des sites de fixation et d'invasion du virus avec d'autres disons récepteurs qui sont des récepteurs à protéase, donc de la coagulation. Et du coup, on a une espèce de boule de neige qui est plutôt incendiaire et explosive chez ces malades, d'où la nécessité d'une part d'identification de ce risque et deuxièmement de comprendre pourquoi certains malades sont plus susceptibles que d'autres et comment est-ce qu'on peut à la fois prévenir et essayer de guérir de cette thrombose, parce que la thrombose n'est qu'une conséquence, hein, c'est pas la cause, bien entendu, unique du décès, mais c'est une conséquence et une aggravation de la vulnérabilité de ces malades qui, si elle est respiratoire initialement, elle devient systémique et plurifocale et donc majeure. On a une véritable coagulopathie intravasculaire disséminée chez ces malades. Et donc, je pense qu'on pourra, j'espère, avec une logistique informatique beaucoup plus compliante, arriver à partager ces messages et cette actualité aussi vasculaire après avoir reçu ces brillants messages au niveau humain. Merci Ismaël. C'est bien l'idée qu'on a maintenant qu'il y a un problème de thrombose assez importante et assez prégnant, j'allais dire, dans le SARS-CoV-2, surtout au niveau pulmonaire. Au début, on faisait des scanners nus, comme on dit, sans injection, et on n'a pas pu voir qu'il y avait des microthrombines qui se formaient d'une manière très, très importante, et dans le fameux syndrome de détresse respiratoire aiguë. Et là, je te pose la question, Bouchra, est-ce que vous avez trouvé de vraies embolies pulmonaires? C'est-à-dire qui touche les gros troncs. Ça, je pourrais pas te donner précisément. Là, j'ai pas colligé tous les cas. Ouais, mais je crois qu'il y en a de la microthrombose. Je préfère pas te donner de réponse erronée sur les vrais EP. Qui est des vrais EP. En tout cas, dans les scanners qu'on a vus avant en pré-transfert réa, des thromboses évidentes. Là, l'embolie pulmonaire, non, ça me dit rien. La proportion, c'était pas significatif. Il y avait ou pas? Non. Il y a des embolies pulmonaires, bien entendu. Mais la proportion, c'était combien? En fait, comme la recherche et, disons, la confirmation en jeu scanner n'était pas facilement réalisable par tous et pour tous, donc on a des données qui sont des données d'autopsie. Il y avait un papier allemand qui vient de paraître il y a 3 jours, et donc où on a une incidence pratiquement de 10%. Donc, mais encore une fois, c'est des cohortes qui sont des cohortes sélectionnées, donc on ne peut pas. Ouais, voilà, 10%. Moi, je n'ai pas eu la notion, voilà. Mais en pratique, c'est que ce qui est certain, on le dira encore la prochaine fois, c'est que quand on est dans des conditions médicales classiques comme ta patiente, donc on a des incidences qui vont de pratiquement 4 à 20% ou 15%, et quand on est en réanimation, on monte parfois jusqu'à 60% de thrombose. Quand on va les rechercher. Et donc, encore une fois, il y a des 20% de thrombose asymptomatiques, mais l'embolie pulmonaire et la phlébite classique, parfois même bilatérale de découverte fortuite, sont bien sûr rapportées chez ces malades. Donc, ils sont vraiment incendiaires et
et prothrombotique. Donc, c'est sûr que tu as de la microthrombose qui est vraiment quelque chose qui est très particulier, ce qu'on appelait les pneumopathies, enfin, disons la coagulopathie intravasculaire pulmonaire, d'accord, avec une atteinte du lit microcirculatoire pulmonaire. Et on a la thrombose veineuse classique et des thromboses artérielles aussi, mais qui semblent moins fréquentes. Il y a des thromboses artérielles, bien entendu, chez ces malades, ceux d'autant qu'ils ont un lit artériel un peu chatouilleux. Voilà. Donc en fait, on peut tout voir. On peut vraiment tout voir. Il suffit d'aller chercher, bien entendu, et surtout d'avoir un terrain propice à ça. Les diabétiques, les hypertendus, les coronariens sont vraiment des malades à haut risque thrombotique artériel et veineux. Oui, parce qu'on s'est aperçu que sur le plan des coronaires, qu'on avait des microthrombus qui se baladaient sur les coronaires en distalité, quand on a un COV-19. Donc, c'est pour cela qu'on a organisé tous ces prochains, j'allais dire même ateliers, parce que tout le monde parle, et il faudrait que les participants puissent parler aussi. Le prochain atelier donc aura lieu avec le professeur Ismaël Ilalami, ici présent, justement sur ces fameux phénomènes thrombotiques qu'on rencontre au niveau du COV-19. Puis par la suite, on s'intéressera aussi au cœur, bien entendu, et on le verra sous deux aspects. L'aspect de la cardiomyopathie, c'est-à-dire la maladie du muscle cardiaque lui-même, est-ce qu'elle est vraiment d'origine ischémique, cette maladie, et puis sur le problème des troubles du rythme. Alors, il y a une grosse discussion sur hydrochloroquine et puis troubles du rythme. Nous, on pense qu'il y a une fragilisation du myocarde à ce moment-là qui s'effectue, et c'est pour ça qu'on a ces troubles du rythme, parce que l'hydroxychloroquine est utilisée d'une manière massive, et puis elle ne donne pas ces troubles du rythme tels qu'ils ont été décrits. Ismaël, tu veux parler, je crois. Je voulais poser une question à Bouchra, la question des fumeurs. Parce que, effectivement, nous avons constaté, même ici à Tenon, mais également d'autres équipes, à la Pitié aussi, ils avaient rapporté cela, qu'il y avait moins de fumeurs donc, chez les malades de réanimation, finalement. Et donc, on s'était dit, est-ce que, finalement, le tabac ne protégerait pas de l'invasion virale? Est-ce que toi, pneumologue, est-ce que tu as pu avancer un peu plus sur cette protection nicotinique voilà. Je sais pas, je sais qu'il y a des publications qui sont passées. Non, pas voilà, c'est un constat un peu épidémiologique de se dire qu'il y avait moins de fumeurs, mais après on a évoqué un effet protecteur de la nicotine, mais là je en fait, ne diffuserai pas le message. Je diffuserai pas le message. Mais et donc, parce qu'en fait, moi, ce que j'en sais, ce que j'en ai compris, en tout cas, c'est qu'effectivement, les récepteurs nicotiniques, en tout cas, supportent les mêmes récepteurs que finalement le SARS-CoV-2, et du coup, ils sont modifiés par la nicotine et donc ils sont moins accessibles. En revanche, un fumeur qui est infecté par le SARS-CoV-2 est un patient à plus haut risque donc d'évolution péjorative et sévère de la maladie. Donc le tabac, entre guillemets, ne protège pas. Oui, voilà, ça se peut. Après, le pronostic de la maladie, parce que tu restes quand même un malade vulnérable quand tu es fumeur que quand tu es non-fumeur. Et quel est le pronostic de cette maladie dans la mesure où on a quand même une atteinte pulmonaire assez importante? Est-ce que tu penses, Bouchra, qu'ils vont développer peut-être de la fibrose pulmonaire par la suite? Là, on va les colliger. Tu sais, nous, on en a eu, en fait, moi, dans l'Institut, nous, au Havre, on a eu 250 patients. Au pic, il y en a eu 150, mais il y en a eu 250, et là, on va tous les suivre et revoir le scanner et l'épreuve fonctionnelle respiratoire. Mais c'est possible, par exemple, dans le SDRA, il y a des patients qui font des fibroses post-SDRA. Donc là, en théorie, c'est possible qu'ils en fassent. Maintenant, la proportion, ça, on ne sait pas. Est-ce qu'ils vont garder un trouble ventilatoire restrictif ou des anomalies de la diffusion? Ça, on ne sait pas encore. On va les c'était des hospitalisations, les derniers sont sortis fin avril, et là, on va commencer à les revoir. Donc, on a prévu de faire scanner thoracique, épreuve de marche de 6 minutes et épreuve fonctionnelle respiratoire. Très bien. Bon, monsieur Reda, je pense que nous avons atteint.
voilà, nous arrivons à la fin de cet atelier. Moi, je vais parler d'atelier, si vous voulez bien. Bon, on a eu quelques petits problèmes au début, mais finalement, ça s'est très, très bien passé. Merci, Bouchra. Vraiment, tu nous as montré des images de scanners très, très intéressantes. Hein. On a bien vu ces images en verre dépoli, hein, dont on parle tout le temps en permanence. Et je vous donne rendez-vous jeudi prochain, si vous voulez bien, avec un regard un peu différent sur le Covid-19, qui sera fait par le professeur Ismaël Elalami, sur justement les phénomènes thrombotiques rencontrés avec le Covid-19. Est-ce que c'est dû essentiellement à l'inflammation ou est-ce qu'il y a d'autres facteurs qui sont mis en branle? Je te laisse conclure, Ismaël. Merci vraiment, Bouchra, pour ce très bel exposé. Donc c'était un bol d'air, un bol de connaissances, donc surtout d'expérience de terrain. Et je pense qu'aujourd'hui, et grâce à ce type de webinaire, on peut effectivement échanger et surtout confronter un peu nos expériences. Et c'est comme ça, comme tu l'as dit, que l'on pourra avancer et essayer toujours de peut-être optimiser la prise en charge de ces malades qui s'est faite un peu, disons, au coup par coup et on a appris à mieux faire, à mieux comprendre. Et donc, j'espère qu'avec ces échanges-là, on aura des attitudes un peu plus consensuelles et un peu plus, disons, validées, parce qu'aujourd'hui, c'est vraiment beaucoup d'empirique, je pense, dans la gestion de ces malades. On le verra également la semaine prochaine dans la gestion antithrombotique. Donc, on y va un peu au feeling au début, mais vous voyez, donc je pense qu'avec les publications à venir, parce qu'il y en a eu beaucoup en un nombre record, les publications à venir, on aura certainement des attitudes qui seront un peu plus consensuelles et surtout beaucoup plus rigoureuses à appliquer. En tout cas, merci mille fois. Bravo Reda pour nous avoir permis de partager ça avec Bouchra. Et à l'ouest, il y a beaucoup de choses nouvelles. Tu vois, même dans le Far West, là, il se passe des choses très intéressantes. Et dis-moi, non, c'est vrai, non, mais on fait au feeling, mais c'est du feeling basé sur les fondamentaux. C'est que maintenant, ça fait partie de nous, quoi. Donc, on appelle ça le feeling. Mais en vrai, c'est. Mais ça s'appelle le bon sens. Le bon sens. Oui, voilà, c'est le feeling, mais en même temps, c'est les fondamentaux. Je dis ça pour ceux qui nous écoutent. Alors, en même temps, c'est des médecins qui nous écoutent. C'est pas comme si c'était le grand public, mais tu dis. Mais les études randomisées, elles sont faites en double aveugle, donc c'est bon, on a de la marge. Ouais, c'est vrai. Et merci à tous. Merci à tout le monde. Merci beaucoup. Ouais, salut. À très bientôt. À bientôt. Bye bye. Bye bye.